Ok, bah, on peut passer à la suivante directement. Donc, rebonjour. Voilà. D'abord, très vite, une fleur, bah, vous savez tous ce que c'est, hein. C'est la structure reproductrice des plantes à fleurs. Et elle a une organisation générale très conservée, avec de l'extérieur vers l'intérieur, sépales, pétales, périanthes, et organes reproducteurs, étamines et pistils. Suivante. Mais si la structure est très conservée, en revanche, il y a une immense variation dans la forme, la taille, la présence, l'absence d'organes et aussi dans la couleur, comme vous pouvez le voir sur ce petit échantillon de la diversité florale des angiospermes. Et la fleur représente une innovation évolutive majeure. Suivante. C'est-à-dire qu'elle a contribué à la diversification du groupe dont elle représente une des innovations majeures. Alors pourquoi les fleurs sont colorées? On a souligné la diversité des couleurs. Pourquoi est-ce qu'elles sont colorées? Suivante. La couleur florale, elle est en lien, alors plus ou moins directement, avec une étape importante du cycle de reproduction des plantes à fleurs, qui est la pollinisation. Qui consiste à faire transporter son pollen par des agents biotiques ou abiotiques. L'autre étape importante qui implique un moyen de transport, c'est la dispersion des semences. La suite. Alors pourquoi cette couleur est importante? On vient de dire à l'instant que la pollinisation peut être biotique, donc effectuée par des insectes ou des autres animaux, ou abiotique, voilà, ou abiotique par le vent, avec, pour ce qui est de la pollinisation biotique, toute une diversité d'agents pollinisateurs qui donc vont être attirés par les fleurs de manière différente. Suivante. Alors, la couleur des plantes, qu'est-ce que c'est? On peut citer ce petit extrait de la théorie élémentaire de la botanique de De Candolle, donc, qui a été publié en 1813, qui dit cela. Les couleurs s'expriment en botanique par tous les mêmes termes dont on se sert en général. La seule exception qui se présente à nous est le sens que l'on donne au mot coloré, coloratus, qui, dans l'usage ordinaire, se dit des objets qui ne sont ni blancs ni noirs, et qui, en botanique, se dit des parties qui ne sont pas vertes. Donc, couleur en botanique, c'est tout ce qui est autre chose que vert. Donc, les fleurs vertes sont dites non colorées. Suivante. Alors, on revient à notre couleur. Déjà, de façon structurelle, où est la couleur dans les fleurs? Elle n'est pas toujours dans les pétales, contrairement à, enfin, pas contrairement, mais comme ce qu'on imagine souvent, c'est vrai, quand on pense à la couleur d'une fleur, on pense surtout à la couleur des pétales. Et pas toujours. Alors, chez la digitale, effectivement, ce sont les pétales qui sont la partie la plus colorée de la fleur et qui représente finalement ce signal visuel pour les pollinisateurs, les agents biotiques de pollinisation. Mais si vous regardez le Caltha palustris qui est en haut au milieu, c'est pas un Caltha d'ailleurs, c'est un troll. Un troll. Les sépales et les pétales sont colorés. Si vous regardez le fuchsia en haut à droite, le fuchsia plutôt, là c'est toute la fleur qui est colorée, y compris le pollen. Donc les signaux colorés vont jusqu'à un niveau microscopique. Chez les bougainvillées, c'est les bractées qui sont la partie la plus colorée et qui entourent trois petites fleurs qui sont beaucoup plus discrètes. Et puis, on peut citer l'exemple de l'albizia, où là, ce sont les étamines qui sont colorées et qui donnent cet aspect de pompon aux fleurs qui sont regroupées en inflorescences assez compactes. Et ça fait comme des petits pompons colorés, puisque les étamines sont longues et ici de couleur rose. Suivante. Alors, il y a même du nectar coloré qui a été décrit chez un certain nombre d'espèces. Il peut être rouge, jaune, noir, vert ou bleu. Vous avez un exemple de nectar jaune sur la fleur illustrée en photographie à droite, qui est extraite d'une publication de 2006. Il a été montré que les plantes qui produisent du nectar coloré, c'est généralement des espèces qui sont pollinisées par des vertébrés. On en voit un
qui est en train de manger à l'intérieur de la fleur, sur la droite, un gecko, et qui vivent plutôt dans des milieux insulaires ou en altitude. Donc, il y a des spécificités écologiques associées à la production de nectar coloré. Diapo suivante. La couleur, donc on l'a déjà évoqué, elle agit généralement comme signal pour les pollinisateurs, en indiquant la présence de ressources nutritives. Les insectes ou autres animaux qui viennent se nourrir dans les fleurs viennent chercher à manger, hein, ils ne viennent pas offrir un service gratuit à une fleur. D'ailleurs, ils s'en moquent complètement de transporter ou non du pollen, ils viennent d'abord manger. Et donc les fleurs ont développé toute une série de signaux, de stratégies visuelles, olfactives, pour attirer les animaux et faire en sorte de leur faire transporter leur pollen, et puis évidemment en leur donnant quelque chose à manger en échange. Donc ce signal, il peut être renforcé par des contrastes de couleurs. On voit sur la gauche la différence de couleur chez ce géranium de Madère, qui est visité d'ailleurs par un gros bourdon ici, en train de se régaler du nectar qui est situé au fond. On voit que les bords des pétales extérieurs sont plus clairs et quand on va vers l'intérieur, on a des couleurs plus sombres. Et ce type de contraste permet quelque part de guider le pollinisateur vers l'intérieur de la fleur où se trouvent les ressources, pollen, nectar ou autres. On a le même type de signaux chez les frésias, en bas, chez le rhododendron qui est tout à fait en bas à droite, avec des petits pointillés qui finalement indiquent le chemin pour aller chercher à manger. Ça peut être aussi un contraste de couleurs entre les pétales et les étamines, comme chez la coméline en haut à droite. Et puis chez la passiflore, là, on a tout un jeu complexe de signaux visuels qui amènent vers les ressources nutritives de pollen ou de nectar au centre de la fleur. Diapo suivante. Comment la couleur est perçue par les pollinisateurs? Diapo suivante. Eh bien, on peut partir de l'exemple des hyménoptères, sur lesquels c'est là où il y a eu plus de travaux qui ont été faits sur la perception des couleurs, notamment par les insectes. Et donc, les chercheurs sont arrivés à définir cette notion d'espace de couleur des hyménoptères qui correspond à la gamme finalement de teintes qui sont perçues par les hyménoptères. Et les hyménoptères possèdent 3 photorécepteurs. Un qui est capable de reconnaître l'ultraviolet, un autre le bleu et un autre le vert. Ce qui fait que les abeilles, par exemple, ou les bourdons ont un espace de couleur qui va de l'UV au vert. Alors vous avez tout à fait à gauche le spectre des couleurs, à gauche et à droite d'ailleurs, j'ai mis un petit spectre de couleurs pour vous indiquer. Donc là, finalement, on se situe dans la partie gauche du spectre avec la perception d'une gamme de couleurs que nous ne voyons pas, qui est l'ultraviolet. Alors, il se trouve que les spectres de réflectance florale de très nombreuses espèces de plantes à fleurs correspondent à cet espace de couleurs, à cet espace de perception des couleurs par les hyménoptères qui sont parmi les pollinisateurs les plus abondants des plantes à fleurs. C'est les pollinisateurs majeurs des plantes à fleurs. Alors, on cite toujours l'abeille, il n'y a pas que l'abeille dans les hyménoptères, il y a plein d'autres choses, plein d'autres espèces d'abeilles que l'abeille domestique, bien sûr, et puis des tas de bourdons ou autres. Et en fait, les plantes, quelque part, ont adapté leur couleur florale à ce spectre visuel des insectes pollinisateurs. Alors j'ai mis des petites courbes, mais on va passer à la diapo suivante pour que ça soit plus facile à percevoir ça. On a de nombreuses fleurs qui ont des teintes identiques pour notre œil humain et pourtant qui sont perçues différemment par les hyménoptères. Alors vous avez côte à côte en haut à gauche un cénson vulgaire et puis un lotier corniculé. Nous les voyons à peu près de la même teinte. Or, les abeilles, elles, ou les autres hyménoptères, les perçoivent de 2 couleurs différentes. Celle de gauche, le cénson vulgaire, les abeilles le voient plutôt de teinte UV vert. Alors évidemment, pour UV, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas comment les abeilles peuvent voir, sauf si on se met dans le noir et qu'on éclaire avec une lampe UV. Mais voilà, les abeilles ont cette couleur supplémentaire qu'elles peuvent percevoir, enfin hyménoptère, qui est l'UV. Donc ces 2 plantes ont des fleurs qui ont des couleurs qui sont perçues de façon différente
pour les insectes, et donc possiblement avec des ressources nutritives différentes. C'est un peu la même chose pour les deux plantes en haut à droite, la Cnotia arvensis et puis la pulmonaire obscure, qui nous apparaissent dans les bleus mauves et que les hyménoptères voient pour l'une bleu et pour l'autre UV bleu. Alors, en revanche, il y a des fleurs que nous percevons différemment et qui vont être perçues à peu près pareil pour les hyménoptères. C'est le cas de la stellaire holostée et puis de ce Tillandsia au milieu. Côte à côte, vous voyez, c'est des couleurs complètement différentes pour nous et pourtant, les hyménoptères voient ces deux fleurs de la même façon, bleu-vert. Et puis, si on regarde l'asphodèle qui est représentée en photo tout à fait à gauche, eh ben, celle-ci, pourtant nous voyons des fleurs assez grandes, visibles, blanches, eh bien, les hyménoptères les voient pas très distinctement contre le vert, donc elles les voient un petit peu comme des feuilles finalement. Et puis le pavot, le coquelicot tout à fait à droite, là, il a une couleur franchement UV pour les hyménoptères, alors que nous le voyons rouge. Mais les abeilles, les hyménoptères ne voient pas le rouge, donc elles ne perçoivent pas cette couleur que nous percevons. Nous, elles perçoivent une autre couleur. Voilà. Alors après, on peut faire tout un codage pour voir quelles sont les couleurs absorbées ou réfléchies par ces plantes. On ne va pas rentrer dans les détails. La suite. Voilà, alors la couleur UV. On peut donner un exemple de ce que ça peut donner au sein d'une même fleur avec l'exemple de cette ficaire qui fleurit partout en ce moment. Ce qu'on voit, nous, à l'œil, c'est une couleur. Alors avec une zone un petit peu plus foncée vers l'intérieur, vers le centre, la base des pétales a une teinte un petit peu plus foncée, mais ça reste dans le jaune. Les hyménoptères, eux, voient franchement deux couleurs, puisque le centre, qui nous apparaît un petit peu plus foncé, absorbe les rayonnements ultraviolets et donc apparaît, alors sur la droite c'est la même fleur éclairée aux UV avec une prise de photo et on voit un fort contraste entre l'extérieur des pétales et l'intérieur du pétale, donc ce qui nous apparaît comme une zone un tout petit peu plus sombre, les hyménoptères voient une franche différence de couleur et cette différence de couleur les guide vers le centre de la fleur où se trouve à manger. Diapo suivante. Comment les couleurs florales sont-elles produites? Suivante. Il y a deux grandes façons de produire les couleurs florales. La plus commune, c'est par des couleurs chimiques, donc les pigments. Et il y a trois classes de pigments qui sont responsables de la pigmentation des fleurs, qui sont, vous savez probablement déjà, les anthocyanes, qui vont donner des teintes autour du bleu, violet, rouge, mais aussi du blanc et du jaune pâle. Qui sont dérivés, les anthocyanes font partie de la grande famille des flavonoïdes qui sont produits à partir d'un acide aminé, la phénylalanine. Donc il y a plein d'anthocyanes différentes et qui vont donner ces différences de pigmentation. Alors des anthocyanes, il n'y en a pas que dans les fleurs, il y en a aussi dans les fruits et puis dans d'autres parties de la plante et elles ont des rôles différents, mais ce n'est pas l'objet de la conférence ici. On va se concentrer sur les couleurs des fleurs. Alors, deuxième grande classe de pigments, ce sont les caroténoïdes, qui vont conférer aux fleurs des couleurs dans les jaunes, oranges, rouges, et qui sont dérivés d'un composé au nom beaucoup plus barbare que l'acide aminé phénylalanine, c'est un isopentényl pyrophosphate. Et ça va donner des longues chaînes carbonées, donc ce sont des dérivés de lipides, des caroténoïdes. Et puis la troisième catégorie qui est restreinte à un groupe de plantes particuliers dans l'ordre des caryophyllales, ce sont les bétalaïnes, qui vont donner aux fleurs des couleurs roses, rouges, jaunes, finalement un petit peu comme les anthocyanes. Et d'ailleurs, ces pigments remplacent les anthocyanes dans une partie des familles de l'ordre des caryophyllales. Alors j'ai mis quelques-unes des principales familles, des familles les plus connues de l'ordre des caryophyllales. Il y a les aizoacées, les amaranthacées, les cactacées, les nyctaginacées, les portulacacées. Quand vous voyez des fleurs roses de plantes, chez les plantes appartenant à ces familles, la couleur rose n'est pas produite par les anthocyanes, contrairement à ce qui se passerait dans le reste des angiospermes, c'est produit par d'autres pigments qui dérivent cette fois d'un autre acide aminé, la tyrosine. Voilà, donc c'est des stratégies par les plantes. Diapo suivante.
Une même teinte peut être obtenue par des pigments différents. Par exemple, entre le muflier et le Mirabilis jalapa, on a une teinte assez similaire finalement dans le rose, et pourtant ce sont des pigments très différents, puisque dans le cas d'Antherinum, ce sont des anthocyanes, alors que dans le cas de Mirabilis, ce sont des bétalaïnes. C'est la famille des Nyctaginacées, donc dans l'ordre des cariophyllae. Diapo suivante. Et puis à l'inverse, un même pigment peut prendre des teintes différentes selon alors pour caricaturer le pH, mais en fait, ça résulte d'un équilibre complexe entre des pigments, des copigments, un métal, l'aluminium, et puis le pH intracellulaire. Alors l'exemple le plus connu, c'est l'hydrangea, les hortensias, hein, bien sûr, qui ont des sépales qui sont colorés avec un pigment qui s'appelle la delphinidine. Et en fait, c'est la différence de couleur que prend ce pigment, qui peut aller du rose au bleu parfois presque électrique, c'est dû à une différence de pH à l'intérieur des cellules qui contiennent les pigments. Diapo suivante. Donc, ce n'est pas seulement en changeant le pH du sol que vous ferez varier la couleur de vos hortensias. Et puis, la deuxième façon de créer de la couleur chez les fleurs, c'est par la structure. La plupart des fleurs possèdent sur leurs pétales des cellules en relief. On les appelle des cellules coniques qui vont renforcer la couleur pigmentaire par effet optique. Ça provoque un réfléchissement différent de la lumière, une accentuation et ça permet une accentuation de la pigmentation par effet optique. Hein. Ça a été montré avec l'aide de mutations chez le muflier. On en revient toujours, c'est une plante utilisée comme modèle pour étudier le développement floral et puis ici aussi la pigmentation. Donc chez le muflier, on a pu créer un mutant qui s'appelle Mixta et qui a des pétales avec une surface lisse. Et vous voyez, il n'y a pas de différence dans la pigmentation entre les deux fleurs de l'image de droite. C'est simplement que celle de gauche a un épiderme tout plat, alors que celle de droite a des cellules coniques sur son épiderme. Et donc, ça accentue l'effet de la couleur. Diapo suivante. Il y a aussi des stries qui sont présentes sur certains, avec une faute ici, pétales, et qui créent de la couleur aussi par effet optique, exactement sur le principe de ce qui se passe sur les ailes des papillons. Vous savez, il y a des écailles qui... En fait, il n'y a pas de vraie couleur sur les ailes de papillons. Il y a un système d'écailles qui réfléchissent la lumière, et selon l'orientation de ces écailles, leur disposition, on obtient des signaux colorés différents. On retrouve un petit peu le même principe sur les pétales des fleurs. Alors ici, vous avez une tulipe tout à fait à gauche et puis un hibiscus juste à côté. Et vous avez juste en dessous une photographie en microscopie électronique à balayage de la surface des organes floraux, et on voit que l'épiderme est couvert de stries qui vont réfléchir la lumière en donnant cet effet d'iridescence qui est présent chez un certain nombre d'espèces. Alors, soit sur les fleurs, ici, c'est le cas ici, mais c'est présent aussi sur l'épiderme de fougères, par exemple, qui vont avoir un effet iridescent. Et donc, cet effet d'iridescence, ici, dans les fleurs, attire d'une certaine manière les pollinisateurs. Chez les boutons d'or, on a un effet particulier qui est une brillance des pétales qui est créée par la superposition d'une couche d'amidon juste sous l'épiderme, et puis de caroténoïdes juste au-dessus. Et en fait, l'amidon va réfléchir, alors l'épiderme est tout plat et tout lisse, et la présence de cette couche d'épiderme va créer un effet de brillance, permettre à l'épiderme de réfléchir la lumière, et évidemment, avec ces jeux de lumière, ça attire les insectes pollinisateurs. On retrouve ça chez une partie des ranunculus, et les jaunes notamment. On retrouve ça aussi chez les Scholzia, cet effet de brillance. Diapo suivante. Voilà. On va passer sur cette diapo, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement des microstructures. Alors, pourquoi une telle diversité? Diapo suivante. Là, donc, on a vu comment la couleur est produite. On a vu que c'était pour attirer les pollinisateurs, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle diversité finalement de ces couleurs?
Alors, on peut replacer la couleur dans le syndrome de pollinisation qui représente un ensemble de traits floraux traduisant une adaptation à un type de pollinisation. On a vu qu'il y avait les vecteurs principaux du pollen sont les insectes, ensuite c'est le vent, et puis ensuite il y a d'autres catégories d'animaux, les oiseaux, les chauves-souris, les petits mammifères et même des petits reptiles. Les traits floraux du syndrome, c'est la taille de la plante, la symétrie, la couleur, le parfum, la récompense, la composition du nectar. Donc récompense, c'est souvent du nectar, mais ça peut être aussi autre chose. Composition du nectar, l'ouverture, diurne ou nocturne, et aussi la durée de l'ouverture des fleurs. Alors, quand le vent est le vecteur principal du pollen, les fleurs sont plutôt petites, souvent avec un périanthe réduit ou voire carrément absent, et elles sont dépourvues de couleur, donc elles sont plutôt verdâtres ou jaunâtres, assez pâles. Voilà. En revanche, quand le vecteur de pollinisation est biotique, eh bien, les fleurs vont avoir tendance à être plutôt colorées. Voilà. Alors, donc la couleur est une composante très importante du syndrome de pollinisation, avec la taille aussi. Vous avez sur la gauche des photographies de diverses fleurs dont il a été montré qu'elles sont pollinisées par des oiseaux. Et vous voyez tout de suite que la couleur dominante est dans les rouges, oranges, roses. Donc ça, c'est une composante du syndrome de pollinisation par les oiseaux, la couleur rouge. Alors ça va avec d'autres choses aussi, la sécrétion de nectar abondant, pas d'odeur, voilà. Mais on voit tout de suite que la couleur est un marqueur important parce que les oiseaux voient très bien le rouge. Ils ont des photorécepteurs pour le rouge. En revanche, les fleurs pollinisées par les chauves-souris, elles ont des couleurs beaucoup plus pâles et puis elles s'ouvrent la nuit. Alors diversifier la couleur, c'est un moyen pour les plantes à fleurs de diversifier les stratégies de pollinisation et donc d'optimiser la reproduction. Diapo suivante. On voit qu'il y a des différences de couleurs entre les espèces, mais ça va plus loin. Il peut y avoir des différences de couleurs entre les fleurs d'une même espèce. La couleur peut varier entre les individus, par exemple. C'est le cas de l'orchis sureau, qui forment des grandes populations en montagne dans lesquelles on peut observer des inflorescences jaunes pâles et puis des inflorescences violettes, enfin, rose foncé. Alors comment est-ce que ces deux couleurs peuvent se maintenir dans la nature? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une couleur qui devienne prépondérante par rapport à l'autre et l'autre disparaît complètement? Et bien, c'est parce qu'il y a une pression de sélection qui est médiée par les pollinisateurs chez cette orchis. Ça a été montré il y a déjà une vingtaine d'années par une équipe française, avec une sélection dite fréquence dépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un morphe devient rare, plus il devient attractif. Donc en fait, les pollinisateurs sont attirés par la couleur la plus rare, qui va se reproduire, qui va devenir plus abondante, et c'est l'autre couleur qui va à son tour devenir plus attractive. Et donc, il y a une espèce de jeu comme ça entre les proportions des deux couleurs qui fait que finalement, les deux couleurs se maintiennent dans les populations. Suivante. On a un polymorphisme de couleurs aussi. Alors, plutôt, c'est pas dans les mêmes populations, hein, c'est plutôt réparti entre la région méditerranéenne, les zones méditerranéennes et puis plutôt plus vers le nord de la France, chez le mourou rouge, Lysmacha arensis, qui a deux couleurs florales, des fleurs rouges qu'on rencontre sous nos climats au nord de la Loire, et puis des fleurs bleues qu'on va rencontrer sur le pourtour méditerranéen. Et pourtant, c'est la même espèce. Alors, comment on explique ça? Alors, il y a des études qui ont été faites pour savoir si les deux couleurs étaient perçues différemment par les pollinisateurs. Alors, oui, d'une certaine manière. La forme bleue va être vue par les hyménoptères plutôt comme bleu UV, et puis la forme rouge, elle est franchement de couleur UV. Et donc le spectre de réflectance est un petit peu différent entre ces deux formes, ces deux couleurs. Alors, l'explication enfin, ce qui est suggéré pour expliquer le maintien des deux couleurs, c'est que ce polymorphisme serait médié en partie par l'environnement chez cette espèce. Le morphe bleu réussit mieux
dans les environnements secs. Voilà. Alors après, il y a des études sur les pollinisateurs, mais les deux formes attirent les pollinisateurs et se reproduisent grâce aux pollinisateurs. Diapo suivante. Alors, il y a aussi un polymorphisme qui est très spectaculaire chez Anémone coronaria, l'anémone des fleuristes, avec des formes blanches, roses, bleues et rouges dans les mêmes populations. Et ces formes, il a été montré qu'elles sont visitées de façon différente par les insectes. Alors, la forme blanche est préférée par les cirphes, les formes bleues et roses sont préférées par les abeilles, et puis finalement, la forme rouge, elle est moins visible contre l'arrière-plan. Alors, comment est-ce que cette forme rouge se maintient, puisqu'a priori, elle est moins visible, donc elle serait moins visitée? Eh bien, c'est que le morphe rouge résisterait mieux à l'aridité et au pâturage. Donc, il y a un jeu complexe dans le maintien du polymorphisme de couleurs qui est pas seulement dû aux pollinisateurs, mais aussi à l'environnement, et ça dépend des espèces. Diapo suivante. On peut aussi avoir un changement de couleur dans le temps, ça c'est bien connu. Les fleurs qui changent de couleur pendant leur durée d'ouverture, et d'ailleurs on s'en sert dans les plantes d'ornement avec les végélias par exemple qui changent de couleur et ça fait sur un même buisson toute une explosion de couleurs qui fait un effet visuel très joli. Alors c'est connu chez le marronnier d'Inde avec des fleurs qui passent du blanc-jaune certains pétales de la fleur qui passent du jaune à l'orangé ou voire au rose au cours de leur vie. C'est connu chez aussi un Fuchsia exocorticata, qui passe du verdâtre au rouge au cours de la floraison après la pollinisation. Alors, les hypothèses qui sont invoquées, c'est que ce changement de couleur pourrait être soit un signal visuel pour les pollinisateurs qui dit « voilà, j'ai été visité, il n'y a plus rien à manger, ne venez pas me voir, c'est bon, je me suis reproduite ». Ou alors, ça peut être dû simplement à un processus physiologique lié au vieillissement de la fleur. Les pigments changent de teinte au cours de la durée de vie de la fleur dû à un processus physiologique. Donc ici aussi, des raisons différentes. Des mécanismes différents. Diapo suivante. On peut aussi tricher avec la couleur. Diapo suivante. Ces deux espèces qui sont une orchidée, une Cephalantera rubra et puis la campanule à feuilles de pêcher, l'une mime l'autre en fait. C'est-à-dire que les pollinisateurs de la campanule nourrissent leurs larves avec le pollen et ils visitent aussi la tricheuse Cephalantère rouge qu'ils confondent avec la campanule, mais dans laquelle ils ne peuvent pas prélever de pollen. Donc en fait, la céphalanthère bénéficie des visiteurs de la campanule pour se reproduire. Parce que l'idée, c'est que les visiteurs vont se balader d'une fleur à l'autre entre les deux espèces, mais aussi au sein de la même espèce. Et donc, il y a une partie du nectar chez la campanule qui est consommée par les pollinisateurs, par ces pollinisateurs, alors que la céphalanthère, elle perd rien du tout, elle garde tout son pollen et elle bénéficie du phénomène de pollinisation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été décrit chez plusieurs espèces. Alors, on a l'exemple de cette orchidée, on vient juste en arrière rapidement, encore en arrière. Voilà, cette orchidée Diuris brumalis qui cohabite avec des fabacées, alors c'est pas chez nous ça, dont elle mime la morphologie et le spectre de réflectance et elle bénéficie ainsi des mêmes pollinisateurs. Donc ça, c'est toute une communauté de plantes. Ça a été décrit pour cette espèce-là, mais ça concerne aussi d'autres communautés. Donc une tricheuse qui se glisse au milieu de la communauté dont elle mime les fleurs et bénéficie ainsi des pollinisateurs attitrés. Diapo suivante. Voilà. Alors, comment cette couleur peut faire face, comment ces couleurs florales peuvent réagir face aux changements globaux, changement de température, de climat, l'anthropisation aussi, l'urbanisation. Suivante. Il a été montré tout récemment, avec une étude parue en 2020, que les composés floraux qui absorbent les UV ont réagi à la diminution de la couche d'ozone qui s'est produite dans la seconde partie du XXe siècle
et aussi à l'augmentation de température et avec une réaction différente selon la morphologie florale. Les fleurs ouvertes, alors c'est une étude qui a été menée sur des spécimens d'herbiers, parce que ça permet d'avoir la dimension temporelle, de 42 espèces, collectées entre 1941 et 2017, avec deux formes florales dans l'échantillonnage, une forme ouverte, comme sur la potentille de gauche, et puis une morphologie florale plus fermée, comme sur le mimulus de droite. Lorsque dans la fleur de gauche, le pollen est exposé. Et ce qu'il a été montré, c'est que la pigmentation UV augmente quand la concentration en ozone décroît. Donc il y a une relation inverse. Alors comment ça s'explique ça? Eh bien, la pigmentation, les composés qui sont capables d'absorber les UV ont un rôle protecteur dans la plante. Au niveau des pétales, ce rôle protecteur, il peut jouer pour la protection des gamètes qui se situent dans les grains de pollen, les organes reproducteurs, les structures reproductrices mâles. Alors, le fait d'absorber les UV au niveau des pétales permet d'empêcher le réfléchissement des rayonnements ultraviolets sur les étamines et protège ainsi, d'une certaine manière, le pollen. Donc, la réaction des plantes face à la diminution de la couche d'ozone et donc à l'arrivée plus importante de rayonnements ultraviolets sur Terre, ça a été pour les fleurs fermées d'augmenter finalement la pigmentation UV, surtout vers le centre de la fleur, et ainsi d'augmenter l'absorption des UV pour limiter l'impact sur les grains de pollen. Pour les fleurs fermées, avec un pollen caché, là, ce qui s'est passé, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la pigmentation, les pigments absorbant les UV ont décru avec une augmentation de la température qui s'est produite au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique aussi parce que quand les pigments qui absorbent les UV créent une augmentation de la température. Or, l'augmentation à l'intérieur de la fleur. Or, l'augmentation de la température, c'est pas bon pour les gamètes. Et donc là, les fleurs fermées, elles ont réagi en diminuant la quantité de pigments qui absorbent les UV à mesure que la température augmentait pour protéger les gamètes, les organes reproducteurs, de l'augmentation générale de la température. Diapo suivante. Alors il y a des études qui commencent à se faire sur l'effet de l'urbanisation. Il y a un effet qui est remarqué sur les communautés de plantes, la composition en espèces. En ce qui concerne les couleurs des fleurs, ce qui a été suggéré par une étude sur la cymbalaire, c'est que les plantes, donc la cymbalaire, c'est une petite plante qui est présente partout en milieu urbain et en milieu rural, dans les villages, et autres, donc avec des pressions de sélection a priori un petit peu différentes, un environnement abiotique différent de celui du milieu vraiment très urbain qu'on trouve dans le centre des villes. Ce qu'il a été montré, c'est qu'il y a une différence de couleur de la fleur et notamment de la tache, la petite tache jaune qui se trouve au centre de la corolle chez la cymbalaire, entre les fleurs issues de populations urbaines et les fleurs issues de populations rurales. Vous pouvez voir sur cette photo que les plantes urbaines ont une macule plus petite, mais en fait, en même temps, elles produisent plus de fleurs. Donc il y a une allocation de ressources qui s'est faite non plus vers la production de pigments pour la macule, mais plutôt vers augmenter la quantité de fleurs pour finalement augmenter ce qu'on appelle la vitrine florale, c'est-à-dire attirer les pollinisateurs par plein de fleurs. Voilà. Diapo suivante. Et puis pour conclure, on peut dire que la diversité des couleurs qu'on observe aujourd'hui est le fruit d'une longue histoire évolutive, plus de 150 millions d'années, peut-être 200 millions d'années, on ne sait pas exactement quel est l'âge d'émergence des plantes à fleurs, dans laquelle des facteurs biotiques et abiotiques ont joué un large rôle. Et malheureusement, une question reste ouverte, et c'est la suivante. Quelle était la couleur de la première fleur? Dans la reconstruction de la fleur ancestrale des angiospermes qui a été faite il y a quelques années, on ne peut pas savoir quelle était la couleur. On peut savoir quelle était sa forme, le nombre d'organes, ou on peut produire une hypothèse en tout cas, mais pour le moment, encore aujourd'hui, on ne peut pas faire d'hypothèse sur sa couleur. Et c'est terminé. Je vous remercie.